Ok, bah bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, du coup, on reçoit un invité, donc Mathéo Constant. On va globalement discuter de la place de l'hypertrophie en force athlétique et puis un petit peu de son parcours et de ce qu'il a à nous en dire. Je pense que pour commencer, bah, on va te laisser te présenter. Ouais, donc en tout cas merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Donc moi je m'appelle Mathéo, j'ai 22 ans, donc je compète en force athlétique depuis 2018 et voilà, j'ai ouvert ma salle il y a 2 mois et je fais du coaching en distanciel en force athlétique depuis 2017-2018 aussi. Ok. Alors, moi, je pense que ça aurait été bien d'ouvrir un peu le débat dans un certain sens par le fait de qu'est-ce qu'un twink, parce que c'est un peu quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur tes stories, sur Ouais. tes posts, etc. Mhm. Même que quelque chose, j'ai l'impression une valeur que tu transmets un petit peu à tes athlètes. Donc, Ouais. un peu nous expliquer plus en détail qu'est-ce que tu appelles un twink Eh et quelles bien, ouais. sont les choses pour toi à mettre en place pour ne plus en être un, en fait, tout simplement. Ouais, bah, c'est assez simple hein, comme définition. Pour moi, le twink de force athlétique, c'est le mec ou la fille, en général le mec qui commence le sport par la force athlétique, qui fait 65 kilos, qui est full SBD à basic fit avec la barre triceps et un squat à 100 kilos et qui optimise tout à fond sur ses leviers, Ça va sur faire des ses malheureux, mouvements, là. sur... Ah mais c'est la vérité. Et qui du coup, qui finit blessé très rapidement parce que du coup, bah, il n'y a pas de base musculaire. Et donc, c'est vraiment les valeurs que je veux transmettre à mes athlètes, c'est construire une base musculaire pour durer dans le sport et surtout faire du sport en bonne santé. Parce que c'est bien de faire de la force athlétique, c'est de la performance, c'est pas du sport santé. Mais se blesser au bout de 3 mois de FA parce que t'as jamais rien fait avant, c'est un peu con, quoi. C'est ça. Bah, c'est quelque chose après qu'on retrouve. Ça, c'est des choses qu'on voit surtout sur les réseaux sociaux où tu as Mm, beaucoup de gens qui commencent, tu vois, ils font. Bah, exactement. c'est pas pour être méchant, mais t'en as beaucoup, c'est des phasmes de 50 kilos Ouais, c'est ça. Bah, c'est et des très qui, jeunes, tu les quoi. vois direct. T'envoies directement faire du ultra low bar, enfin du Ouais, c'est French low ça. bar comme ils appellent Ouais, ça. bah, ils voient Euh, ce qu'ils voient, ils font ce qu'ils voient sur les réseaux et du coup, il n'y a pas de exactement. réflexion mûrie derrière, il n'y a pas de coach derrière. Où il n'y a pas quelqu'un qui les suit dans l'autre optique de construire une base, et du coup, il n'y a pas de base, donc tu peux rien exploiter, quoi. C'est directement sur ton pauvre corps que tu mets des barres comme ça. Et du coup, vu que ça fait du coup depuis 2017 que tu fais de la FA, est-ce que tu trouves justement que ce profil d'athlète, on le retrouve de plus en plus souvent? Ouais, bah Ou est-ce qu'il y évidemment, en on a le toujours retrouve, eu? non, on le retrouve de plus en plus aussi parce que ça a été énormément démocratisé depuis 1 ou 2 ans, je dirais. La force, ça a explosé depuis 1 ou 2 ans. Donc forcément, qui dit plus de monde qui fait de la force, dit aussi plus de personnes qui peuvent faire n'importe quoi. Donc je pense que la proportion est beaucoup plus grande. Et avant, on avait un peu plus cette idée. Enfin, les gens qui ont commencé en 2016-2017 avaient fait de la muscu avant. Ils se sont dit tiens, je vais essayer la FA machin. Alors que maintenant, c'est des gens qui découvrent directement la FA, pas par leur pratique de muscu, et qui se disent ok, je m'inscris à Basic Fit et je fais directement du SBD quoi. Moi, je me C'est rappelle pas c'est pas la d'un même optique. Moi, je me rappelle d'un Mathéo où je me rappelais, je crois, que c'était sur le groupe Facebook Les Disciples de Zeus où tu publiais des Ouais, vidéos de squats. Ça, c'est à l'ancienne. Et ouais, je me quand suis j'avais rappelé quand de j'avais toi seize ans, ouais. exactement quand ça squattait déjà 220 et qu'après, bah, Ouais. voilà. Bah oui, Et ça, ça. et pourtant j'ai commencé quand même par la muscu normale. Ah Donc oui. ouais, j'ai commencé à mes 15 ans, donc c'était en 2015, fin 2015 j'ai commencé. Et du coup je me suis mis à la FA 2 ans après parce que du coup bah, j'ai vu que j'avais du potentiel, que je progressais énormément sur les mouvements. J'ai commencé la FA, je faisais high bar sans ceinture, sans rien du tout. Je faisais 190, alors en un bench de twink évidemment. J'avais 100 au bench et j'avais 2,20 au terre, je crois. Et du coup, j'ai découvert la force par les réseaux aussi. Mais au tout début de la FA, du coup, sur les réseaux Instagram, etc. Et donc, j'ai été coaché directement par la manière spécifique. Donc, c'est aussi pour ça que je fais transmettre ces valeurs-là, parce que j'ai été coaché par toutes les manières de faire ultra spécifiques, euh, très sous-spécifiques avec des assists vraiment très faciles, très gros volume aussi sur le SBD, mais avec des assists. Enfin, j'ai fait vraiment toutes les façons de faire. Et du coup, bah, j'ai fait ma façon de faire par rapport à toutes mes expériences, quoi. Donc, Ouais. c'est pas comme si voilà, j'avais jamais tout testé et que je voulais prôner une parole de laquelle j'avais pas d'expérience. Et j'ai tout testé. Donc, voilà, et Parce ça que m'a blessé, là, et etc. là, selon toi, il y a vraiment un lien entre le twink et l'hyperspécificité? Hyper spécificité précoce. Hyper Ok. spécificité quand t'as 15 ans de muscu et que voilà, t'es un Mike T et que voilà, tu fais pas mal de SBD, que tu fais 1 ou 2 assists et que tu fais 120 kilos de muscle. Ok. En fait, je pense que plus tu prends C'est d'expérience, contextuel. exactement. Plus tu prends d'expérience, plus tu vas te spécifier pour devenir meilleur.
Mais se spécifier et s'hyper spécifier quand tu as 3 semaines de muscu, bah, c'est enlever toutes les cartes que tu pourras avoir de progression. Et du coup, tu vas atteindre des paliers déjà beaucoup plus tôt et surtout te blesser beaucoup plus tôt parce que t'as pas de base. Mais c'est vrai que ouais, là, moi maintenant, je pense que je vais tendre de plus en plus à être un peu plus spécifique sur mes entraînements parce que j'ai 2015, hein, j'ai 8 ans de muscu derrière moi, donc j'ai quand même une bonne base. Mais voilà, ouais, comme tu disais Nathan, c'est contextuel. Plus tu tends dans le temps, plus tu vas être spécifique à mon avis. Au bout de 10-15 ans de muscu sérieuse, où tu as une vraie base et tu as beaucoup de muscles, bah forcément tu dois être plus spécifique dans ton entraînement pour devenir meilleur. Mais quand tu fais 65 kilos et que tu as 16 ans, tu dois pas être spécifique dans Bah, ton entraînement, quoi. en fait, c'est pour donner un petit contexte, c'est comme, on va pas donner un ancien bodybuilder on va dire un programme ultra, enfin très peu spécifique, Mm. parce qu'en fait, il aura déjà toute la masse musculaire suffisante. Mm. Il y aura juste en fait à développer son système nerveux Ouais. autour de Bah, cette masse comme musculaire Alexis a fait avec Florian avec Poisson. Florian Porson. Ouais. Il y a la variante aussi forcément exogène qui fait la différence aussi en termes de. Il faut faire attention parce que tu as plus de force côté tendon rond. Mm. Mais ouais, en tout cas, si tu étais vraiment un body 100% natif, forcément tu vas commencer avec la spécificité, enfin, petit à petit. C'est ça. Et plus tu as de l'expérience, plus tu vas être spécifique, quoi. Mais Surtout ça pour des fait gens beaucoup aussi qui ont pas de passé sportif. encore Des plus. gens qui ont été sédentaires toute leur adolescence et qui Mm. commencent, se mettent à la salle et au bout de 2 mois, ils font que du SBD. Mm. C'est encore plus gênant alors que quand tu as quelqu'un Ouais. qui a fait 10 ans de sport derrière, quel que soit le sport, que ce soit sport de combat, Exactement. même rugby ou quoi, tu tolères beaucoup plus, Ouais. t'encaisses beaucoup plus et tu as beaucoup moins de chances de te blesser. Ouais, bah, toute ton expérience, ouais, t'as permis d'être vraiment meilleur sur ta récupération, sur plein de choses, sur ton apprentissage moteur, sur ta résilience, sur beaucoup de choses. Donc forcément, ouais. On voit beaucoup la différence. En tout cas, moi, je vois beaucoup la différence chez des athlètes que je commence à coacher, qui ont des passés sportifs et qui n'en ont pas. C'est hyper flagrant. J'ai des mecs qui sont des anciens rugbyman, qui font toujours du rugby, etc. Niveau masse musculaire, niveau récupération, enfin niveau plein de choses, ça n'a rien à voir avec le mec qui débute, qui a jamais fait sport. Donc forcément, ils encaissent plus. Après, c'est quelque chose que je retrouve, on va dire, le fait enfin, les twinks, on va dire, c'est quelque chose que je retrouve assez peu dans le coaching parce que généralement, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont assez peu enclins, en fait, à accepter la critique. Et du Ouais. coup, c'est des gens que tu retrouves quand même assez peu, on en parle, mais personnellement, j'ai dû en avoir, ça a dû être moins de 5% des gens que j'ai coachés, tu vois, parce que, Ouais. Ouais, bah moi c'est pareil, les gens que je coach aussi ils viennent me voir aussi pour ce que je propose en termes de vision des choses. Mais c'est vrai que bah, en général, les gens qui commencent et qui sont dans cette vision-là hyper spécifiée, ils sont un peu dans l'extrême vision des choses, à se dire, ok, enfin, tout le reste c'est de la merde, quoi. J'ai mon champion du monde qui fait que ça, c'est dire que le reste c'est de la merde, quoi. Donc ils restent vraiment dans ce truc-là, et ils restent dans l'unilatéralité de vision des choses. Alors que nous, tu vois, on peut avoir cette vision-là, ok, il faut pas être spécifique pour un débutant, mais tu peux être beaucoup plus spécifique pour un avancé. Et eux, ils sont vraiment dans le truc unilatéral où c'est spécificité à fond et le reste, c'est de la merde parce que les champions font pas ça, quoi. jusqu'à Enfin, ce que les ça ne champions marche qui plus voient. parce qu'ils ont exploité tous leurs newbie gains et qui viennent te voir en pleurant et, En étant, ouais, si ça se passe bien pour eux, ils atteignent des plateaux. Si ça se passe mal pour eux, ils sont blessés. Après, ils viennent te voir en mode, bah, peux-tu exactement. m'aider à me rééduquer? J'ai le cas de Après, beaucoup d'athlètes hein, qui ont été coachés par des gens avant et qui ont été directement très spécifiques et qui du coup ont des douleurs majoritairement au dos. Et du coup, après toi, tu te tapes 5-6 mois de réhab avant il y ait de nouveau un squat PR ou des choses comme ça. Et du coup, tu payes un peu les pots cassés de ce que les autres font, quoi. Donc, C'est ça, c'est ça. Mais tu peux pas leur en vouloir foncièrement non, parce que Ah non. non, en parce que soi, moi j'ai fait pareil, donc je peux pas leur en vouloir. Tu vois, j'ai aussi ouais, ce truc-là de me dire j'ai fait la même chose. Donc, mais même tu vois quand tu dis que tu sais, même si t'as beau leur expliquer, mm. bah Ouais, et puis c'est des jeunes en général, donc c'est pas, tu ouais, vois, c'est ça. ils veulent rien entendre, ils pensent avoir raison Et même quand tu leur dis que voilà, il faut qu'ils se construisent une base musculaire, mm. tu vois, il y a aussi pas mal de gens qui leur répètent que en faisant du SBD, globalement, Tu tu construis vois, la masse musculaire. Ce ouais, qui est tu pas faux, construis un mais SBD. c'est pas aussi C'est simple que pas ça. faux. C'est pas faux, C'est mais pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Et beaucoup oublient aussi que les personnes qui prônent ça ont aussi une base musculaire et un passé sportif ouais, en muscu qui est assez prononcé. Et les personnes qui ne l'ont pas, c'est le 0,01% génétique qui a commencé avec du SBD et qui est devenu très fort avec le SBD. Mais c'est les seules personnes qui sont mises en lumière parce que c'est les seules personnes qui ne sont pas blessées, quoi. Mais tu vois, quand tu as 2 personnes sur les 100 qui ont fait du SBD direct et qui sont devenues très fortes, sauf que tu vois pas les 98 autres derrière qui sont blessés ou qui ont des hernies qui peuvent plus faire de FA, quoi. Et j'en ai, vu que je Tu fais de reposes la sur FA ça. que je fais de la FA depuis 2017, j'ai vu des personnes qui ont explosé très vite et qui après ont complètement disparu.
Et du coup, bah, ceux-là, tu les vois plus et tu vois que les athlètes qui sont devenus bons, quoi. Mais sauf que du coup, tu as l'impression que c'est ça qui marche, sauf que tu vois pas les 98 autres qui ont fini, bah, plus rien faire, quoi. C'est ça. Donc, c'est aussi pour ça que je mets vraiment l'accent là-dessus pour faire comprendre aux gens que bah, tu peux vraiment niquer ta santé physique pour un squat à 120 kilos, bah, c'est con. Après, ça veut pas non plus dire que parce que tu ne fais pas que de l'ultra-spécificité, c'est pas parce que tu fais des assistances que tu ne te blesseras jamais. Ça, Ah non, Oui, faut il aussi y a dire. aussi l'intelligence de les faire correctement et de faire les bonnes choses, etc. Évidemment. Exactement. Et puis même en faisant tout bien, il y a toujours une Évidemment. Il n'y a possibilité. jamais le risque zéro. Mais Exactement. Il faut ça. tu peux diminuer tes chances Ouais, mais Drastiquement, après, de on est toute façon, le d'accord. risque zéro, c'est il enfin, n'existe quel pas. que soit le sport performance, de toute façon. Le sport performance, c'est pas du sport santé. Donc tu fais pas de la FA Ouais, pour être voilà. en Donc, compétition, Oui, à aspirer à un bon niveau, pour être en bonne santé. Mais tu peux limiter tes risques de te fusiller. oui, oui, clairement. faut savoir ce que tu veux, faut connaître tes objectifs Exactement. et Exactement. prendre Si les tu veux conséquences. si tu veux jamais avoir de douleur ou de tendinite ou de douleur quelque part, tu fais pas, tu pushes pas à fond et t'exploites pas ton potentiel à 100%. Mm, C'est ok. Mais si tu veux le faire, fais-le intelligemment, quoi. c'est ça, c'est ça. Tu limites les Euh, dégâts, quoi. On va dire. C'est plus ça. exactement. Euh, Ok, donc là on a pas mal quand même exploré la partie hypertrophie, bon pas dans le détail. Mhm. Du coup, qu'est-ce que toi concrètement bah, tu mets en place pour tes athlètes un peu dans cet esprit anti-twink, que ce soit dans la récupération, la nutrition, l'entraînement, etc. Ouais, en termes de programmation ou des choses comme ça? En termes de programmation, ou je sais pas Bah, si tu ouais. gères la diète Ouais, bah des déjà, athlètes, Alors, je gère pas la si diète déjà, directement parce que j'ai pas envie de faire ça. Même je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Je donne des conseils plutôt sur la diète, bien manger, des aliments de qualité, des trucs pas transformés, avoir son quota de prot, de glucides, de lipides, machin. Bien, surtout les timings des repas, et puis la qualité de ce que tu bouffes. Ça, je conseille vachement par rapport à ça. Les compléments aussi qui sont pour moi importants, même si c'est pas la base, ça reste quand même important pour ta récupération, aussi pour la santé. Mais niveau programmation, c'est surtout bah, du coup ne pas tomber dans l'hyperspécificité, quoi. Les personnes qui vont direct commencer avec un squat à 40 et leur ceinture SBD et leur Romaleos toute neuve, pour moi c'est pas, tu vois, tu déjà t'apprends à faire un squat high bar, t'apprends à te gainer, t'apprends à faire des choses, enfin faire la base en fait. Tu dans vois, l'espace quoi. j'ai une athlète là qui a précédemment été coachée et qui a 45 au squat je crois et elle a directement commencé avec son ancienne coach avec des chaussures d'haltéro pour descendre plus et du low bar très bas et squat 45 elle a mal au dos et je lui ai dit mais enfin tu peux pas c'est pas possible et du coup je vais complètement retirer tout ça là on est sans ceinture on est en high bar on est sans chaussures d'haltéro et il y a plus de douleur quoi et le squat est le même parce que c'est que 45 donc en 2 semaines tu reprends le niveau donc en fait ça dépend de là où je prends la tête si je le prends très très bas en termes d'expérience musculaire et de passé sportif et de base etc on commence très très bas euh, j'ai pas de SBD dans la semaine, évidemment aussi. J'ai beaucoup d'assistance. Du coup, j'ai moins de volume sur le SBD parce que t'as pas besoin de 20 séries de bench quand tu commences pour progresser. Mm. Tu fais au départ 2 bench, après peut-être 3 bench, petit à petit. Et ça te permet d'avoir d'autres cartes en main. Dès que tu as un plateau, bah, tu rajoutes un peu de séries de bench ou une fréquence, etc. Pareil pour le squat. Tu apprends à faire du high bar d'abord, à te placer correctement, à ne pas butt wink à mort, même si ça veut rien dire forcément pour tout le monde. Mais tu apprends à te placer correctement, quoi. Et en fait, ça dépend vraiment d'où je prends l'athlète et de aussi son passé sportif, s'il est blessé, etc. Pour le point diète, du coup, je te l'ai dit. Et les compléments, ouais, je te donne pas mal de conseils aussi sur les compléments parce que du coup, vis-à-vis du sommeil, ça a quand même une très grosse importance. Le sommeil, c'est vachement, je pense, pas sous-coté. Beaucoup de gens savent, mais peu de gens font. Et du coup, bah, quand tu optimises ton sommeil, tu vois vraiment des gains énormes, tant sur les perfs que sur la santé morale, sur la santé physique, sur plein de choses. Et du Bah, coup, je mets je vraiment un pense accès important sur le sommeil aussi. je pense que c'est surtout quand tu as appris à avoir un bon sommeil et que du jour au Ouais. lendemain, tu fais 1 heure ou 1 heure et demie en moins de sommeil, Bah, tu tu sens vois, directement la différence. bah, après mes SBD principaux, comme je l'ai fait hier, c'est une catastrophe la nuit. Je le sais, mais ça fait partie aussi du jeu et je le ressens direct. Alors, genre là, je suis explosé mal partout. Et je sais que quand j'aurai mes 8 heures et que ce Un sera gramme bien, de caféine. ouais. Et en termes un peu plus pratiques, par exemple, tu vas mettre combien d'exos d'assistance sur une série, enfin sur une séance, combien de séries, Je quelle arrière? dépasse, ouais, je dépasse. Alors, hors période de compétition, donc hors picking à 4 à 8 semaines avant la compétition, euh, je dépasse jamais 3 séries par exercice, enfin 3 séries par exercice. Et ceux qui ont 3 séries, c'est sur le bras par exemple.
Mais tout ce qui est tirage, exercice de poussée, je suis toujours à 2 séries maximum. Et du coup, hors compétition, je suis toujours sur du RIR 0. Avec les débutants particulièrement parce qu'ils savent pas ce qu'est un RIR 1. Ouais. Donc, tu leur dis tu peux faire 15 reps de Ouais, plus, même ils les disent avancés, non. des fois. Et au final, ouais. Mais surtout les débutants, tu leur mets un RIR 0, t'as jamais un RIR 0, tu vois, c'est hyper rare. Donc, je mets à aller à l'échec pour apprendre à y aller. Et du coup, après, ça permet, lorsqu'on est dans une période pré-compétitive, de pouvoir gérer correctement tes RIR et d'avoir quand même un stimulus suffisant pour maintenir la masse musculaire que tu as construit, sans pour autant enlever 1% de tes ressources nerveuses que tu voudrais garder pour ton SBD, quoi. Donc j'apprends vraiment déjà à aller à l'intensité, enfin d'abord à exécuter, ensuite à aller à l'intensité. Et hors période compétitive, ouais, c'est 2 séries maximum sur les tirages. Et du coup, j'essaie d'avoir les 2 focus à chaque fois. Par exemple, sur une séance où tu as du terre et du bench, après je te mets du upper, et tu as un tirage focus trapèze ou rhomboïde et un tirage focus lat. Et après, les bras, pareil, tu fais ça intelligemment. Tu mets sur une séance, tu as du skull crusher pour la longue portion, et après, tu as une extension latérale, mais voilà, je suis toujours sur du RIR 0, entre 2 et 3 séries par exercice, jamais plus. Et, euh, et voilà, après, suivant le niveau de la tête, je mets d'autres assistances. Par exemple, pour les filles, je mets énormément de pompes. Pour développer sa masse musculaire, parce que je mettrais pas un mec qui fait 95 kilos et qui a un passé de rugbyman et qui veut me faire 80 pompes enchaînées, tu vois, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ça dépend aussi de l'athlète. Mais ouais, sinon, c'est globalement, j'ai une trame très commune pour beaucoup d'athlètes. C'est t'as tes tirages, t'as tes 2 séries de tirages à l'échec, et après t'as le renfort pour les bras, etc. Et plus tu rentres dans une période pré-compétitive, plus là t'es plus sur des RIR. Là, tu vois, par exemple, quand je suis à 4 semaines d'une compète, je fais aucun RIR 0 sur mes assises, je suis que du RIR 3 ou 4 pour vraiment garder 100% de mes ressources nerveuses pour le SBD et juste maintenir la masse musculaire que j'ai construite avec les mois d'avant de RIR 0. Mais je suis pas du tout dans l'optique de faire des blocs d'hypertrophie, des blocs de volume machin, euh, sauf du coup à période pré-compétitive où je baisse un peu l'intensité des assists, mais tu as quand même tes assists pour avoir le maintien de masse musculaire. Je fais pas une période où tu as pas du tout de SBD ou pas du tout de squat machin et tu fais full assist. Je vois pas l'intérêt quand tu construis quelque chose et que tu l'arrêtes après, tu le perds évidemment. Donc Exactement. faire 38 séries d'assist de janvier à février et après passer à 10 séries, bah pourquoi t'as fait ça? Ça sert à rien. Donc je pars de ce principe-là que tu maintiens tes assists à l'année, tu maintiens ton volume d'assist à l'année, juste tu gères correctement ton intensité quand tu veux progresser en masse musculaire ou que tu veux juste focus ton SBD. Mais voilà. Mais Je qu'est-ce sais qui pas si ça t'a, en répond. fait, ouais, ça répond très bien à la question. Moi, je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail sur qu'est-ce qui t'a amené, en fait, parce que on a tous commencé avec les 4x12, les 4x8, les choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion-là? Parce que nous, on a plus ou moins la même façon de penser, de toute façon, tous les quatre, Mm-hmm. par rapport à l'hypertrophie en FA. Mais qu'est-ce qui Ouais. t'a amené, du coup, à cette réflexion? Bah, il faut moins de séries, il faut tant de séries hebdomadaires, tant de séries journalières. Euh, Ouais. je me concentre sur tel ou tel muscle, etc. Ouais, alors moi, direct quand j'ai commencé la muscu, j'ai jamais été dans le 4x12, j'ai jamais été dans ce truc-là. J'ai commencé dans une salle un peu familiale et du coup j'ai directement été coaché par un mec qui suivait déjà à l'époque Jeff Nippard à fond, tu vois, il était vraiment Ouais. hyper focus sur ça. Du coup j'ai dès le début eu ce truc-là de tu te focuses pas sur un 4x12 quoi, tu fais 3 séries et tu vas entre une tranche de répétition, mais pour aller chercher une intensité. Donc dès le début j'ai eu ce truc-là qui m'a permis aussi de construire une base musculaire, même si je me suis blessé après. Et c'est lorsque je me suis blessé, du coup, où j'ai vraiment dû apprendre plein de choses, que ce soit sur la réhab, sur l'entraînement, etc., pour optimiser mon entraînement et pouvoir progresser sur le seul mouvement que je pouvais faire, qui était le bench. Et donc, je me suis beaucoup renseigné. J'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube, des podcasts, des e-books, tout ce que tu veux. Et tu vois les mecs qui sont forts sur le bench, parce que du coup je faisais que ça pendant une très longue période, bah, c'est pas des mecs qui sont comme Ils sont ça et balèzes. qui font 75 kilos quoi. À part des exceptions évidemment. Mais voilà. Et je me suis dit comment tu deviens balèze, comment s'entraînent ces mecs là, bah ils s'entraînent dur. Et donc petit à petit j'ai appris moi du coup à aller, parce que je le faisais pas non plus, j'allais pas à l'échec du tout. J'ai appris à aller à l'échec et j'ai vu des gains très forts sur mon bench du coup par rapport à cette intensité que j'arrivais à mettre de plus en plus en place sur mes séances. J'ai fait la même chose sur mes athlètes et ça a fait le même effet, des gros gains sur les performances sur le haut du corps, grâce aux assistances. Et pour le choix des assistances, Bon, après, ça, c'est plus à l'appréciation de qu'est-ce que toi tu aimes faire ouais, aussi, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire, ouais, et les il y a besoins de l'athlète. cet aspect adhérence effectivement qui rentre en jeu. Moi j'aime bien faire des tirages lourds, donc je le fais. Un athlète qui, même si c'est hyper optimal, je sais pas, faire un accro, s'il ressent rien et qu'il aime pas, Ouais. bah je vais pas le forcer à le faire. Tu vois, on n'est pas non plus dans l'objectif de faire une compétition de body. Donc s'il préfère faire un tirage vertical uni plutôt qu'un Ouais. accro, je vais pas lui casser les couilles, tu vois.
Mais Moi, je serais plus de. Moi, sur un débutant, parce que moi, des fois, je récupère des gens qui n'ont jamais fait de muscu de leur vie et qui commencent directement en coaching. hmm, Je trouve. Toi, je commence, je réfléchis même pas, en fait. J'ai un tirage à faire. Je vais pas lui mettre Iliacro. Le mec a déjà du mal à à bouger son corps dans l'espace, hmm, à faire un tirage vertical classique. ouais. Lui mettre un iliac pull down directement alors que Hmm. il sait même pas faire un tirage Ouais, classique. en Pas fait, d'intérêt, c'est tu vois. ouais, comme tout. Tu commences par la base et après tu spécifies. Tu commences par apprendre à faire un tirage vertical et après tu fais un iliacro. Et après, tu commences par un tirage horizontal, tu apprends à resserrer tes omoplates et après tu peux spécifier avec autre chose. Mais ouais, en tout cas sur les assists, je suis vachement je fais aucun exercice libre en assist, enfin à part un curl, tu vois. Mais tous les tirages c'est à la poulie pour pouvoir J'imagine. vraiment faire ce que tu veux, quoi. Enfin sur un dumbbell row, tu vas jamais chercher un Ouais, RIR 0 sur un dumbbell row. T'es fatigué au niveau lombaire avant, donc je trouve ça complètement là, tu fou. limites les facteurs limitants, quoi. Ouais, exactement. Surtout en force où Ouais. du coup, si tu fais un dumbbell row à 50 kilos par main, bah tu fais du deadlift le lendemain, bon courage. Donc ouais, je reste sur du Ça, simple, mais qui te permet de bouger correctement ton corps dans l'espace, ou en tout cas comme je le veux, pour recruter ce que je veux. Donc j'apprends ouais, surtout à bouger dans l'espace, ouais, comme tu le dis. À resserrer ouais. ses omoplates sur un tirage pour À bosser tes faire un trapèzes. hinge, à faire une Ah, bonne ouais, flexion de genou, ouais, classique. Ok. exactement. Et comment, enfin, c'est moi qui parle beaucoup là, mais comment tu gères du coup les athlètes quand tu les récupères et qu'ils voient qu'il y a marqué entre une et trois séries et qu'ils te disent, bah Mathéo, c'est quoi ça? Je vais me branler les couilles, quoi. Ouais, Tu bah vois? surtout quand je récupère des athlètes qui ont eu, je sais pas, sur un BSS un 5x10 avec leur ancien coach. Ouah. Je leur dis ça, ce n'est pas possible. Un 5x10 RP8, je dis j'aimerais bien voir tes RP8 sur les 5 séries. Ouais, ouais, ouais. Faut avoir Donc envie. au départ, ils sont là à me dire ouais, bah, j'ai l'impression que je vais perdre en masse musculaire ou j'ai l'impression que Hmm. voilà. Et en fait, bah, au bout de 2 semaines, ils me disent putain, mais en fait, je kiffe faire mes assists maintenant alors qu'avant je détestais les faire et c'est trop bien et du coup j'ai envie de les faire. Et c'est ça qui revient souvent chez les athlètes que je commence à coacher et qui ont été coachés par d'autres coachs avant et qui ont fait de l'hypertrophie avec leurs anciens coachs, c'est qu'ils apprennent à aimer faire leurs assistances parce qu'ils y voient un intérêt et ils y vont pas juste en mode ouais c'est ma fin de séance tranquille. Ça fait partie de ta séance, tu vois. Et Et tu c'est vois vraiment beaucoup plus la progression aussi. ouais. Ils voient la progression parce que du coup ils progressent en masse musculaire, du coup ils adhèrent encore plus à les faire et du coup bah, c'est un cercle vertueux dans lequel tu es après. Et c'est aussi ça qui m'a fait progresser moi sur mes assists, c'est qu'avant j'étais aussi dans ce truc là où j'avais mes coachs qui me mettaient je sais pas un 4x10 sur un BSS. J'étais comme eux, enfin t'étais Ouais, RPE6 tout le long quoi en vrai. Et ce qui est logique en même temps, tu vas pas faire un 4x10 au BSS RPE8, c'est impossible. Enfin, au bout de la deuxième série, t'es fusillé. Et du coup, bah, moi, j'ai aussi appris à kiffer mes assists depuis ça, et du coup, forcément, bah, je me suis dit que ça va le faire avec 99% d'autres personnes, et c'est le cas. Toutes les personnes que j'ai en coaching et qui n'aimaient pas du tout faire leurs assists avant avec leurs anciens coachs me disent putain, mais je kiffe trop faire mes assists maintenant, et j'ai trop envie de faire mes assists, tu vois. Donc, J'imagine que toi, tu logs tes assists ouais. de semaine en semaine. Tu Alors fais pareil pour tes athlètes? moi maintenant depuis 2-3 mois, je le fais plus parce que ça m'a saoulé. Je préfère juste y aller. Mais ouais, pour mes athlètes, en tout cas, je le fais. Je le fais jusqu'à il y a quelques mois, je leur faisais traquer leur progression et c'est moi qui leur disais quoi faire après. Et là, au fur et à mesure du temps, je préfère leur donner de l'autonomie parce que aussi je trouve ça important dans le coaching. Donc je leur ai fait en gros une vidéo sur Loom, comme ce serait sur YouTube, pour leur apprendre comment progresser sur leurs assistances. Je te mets un 2 fois 6-12 RIR 0. Comment est-ce que tu détermines si tu montes la charge au nombre de reps la semaine d'après? Bah, du coup, ça, je leur ai appris à le faire. Et du coup, ils ont cette autonomie-là par rapport à ça. Mais par contre, ils traquent tous toutes leurs assists sur les logs. J'ai le nombre de reps avec la charge sur toutes les assists. Et du coup, C'est je mets un compliqué point ça. d'honneur aussi à ça. Et le point surtout qui fait la différence, et que j'avais jamais vu en coaching jusqu'ici, c'est que tous mes athlètes m'envoient toutes leurs assists. C'est ce Tous que les j'allais athlètes te filment demander. tous, C'est tous, compliqué ouais. ça, hein. Vraiment. Est-ce que tu leur Tous mes, demandes de ah filmer ouais, justement par rapport systématique. au Tous mes athlètes RR0? m'envoient toutes leurs assists. Et du coup, je corrige toutes Ok. les assists de tous mes athlètes enfin, tout le temps. C'est bien ça. Et c'est bien. Parce que avant, enfin moi quand j'ai déjà été coaché aussi quand j'étais plus débutant, on me mettait un tirage vertical. Bah mais qu'est-ce que tu veux que je fasse sur mon tirage vertical? Je faisais juste un tirage vertical quoi. Et tu peux faire deux choses sur un tirage vertical. Enfin en fait Mm. sur toutes les assises tu peux faire deux choses différentes et surtout sur les tirages. Et du coup, bah, du coup quand je me suis mis à demander les vidéos des assises, je me suis dit mais en fait pourquoi les coachs demandent pas les assises? Parce que bah, ok, tu mets des assists pour progresser en hypertrophie, mais qui te dit que tu le fais correctement? Qui te dit que tu fais au RIR demandé? Et du coup, tous mes athlètes me filment tous leurs assists. C'est compliqué quand même d'obtenir ce résultat-là, parce que Ouais, même quand tu demandes, déjà, voilà, on va dire 90%, ils sont très sérieux, et déjà, ils t'envoient tout ce qui est SBD, etc. Des fois, il y en a qui zappent une série, des trucs comme ça, alors que c'est important. De ah, j'ai pas redemander en ce. plus,
Ouais, non, après, c'est un petit pourcentage, hein, vraiment, Ouais, c'est comme tout, t'en as qui t'envoient rien, bah, tu vois, Exactement. au bout d'un moment, tu vois, avant j'étais à la course au retour, à la course au Ouais, machin. t'es pas ton papa, quoi. Maintenant, je suis pas ton père, quoi. Tu veux ton Exactement. retour, tu me l'envoies, quoi. Genre, c'est bon. Ouais, Enfin, grandis ouais, un même. peu. Ouais. Avant, j'étais en mode, putain, il m'envoie pas son retour, ça va pas du tout, je vais le chercher, envoie-moi ton retour, machin. Et maintenant, depuis quelques mois, je suis en mode, bah, tu m'envoies pas, bah, tant pis pour toi, tu vois. Ceux qui m'envoient, ils progressent mieux. C'est ça. C'est C'est quoi ça. Donc, le ouais, principe d'autonomie en vrai? je te demande tes SBD, je te demande tes assists. Tu m'envoies que tes SBD, bah, tes assists, tu progresses pas comme tu devrais, bah, tu m'envoies pas, bah, tant pis pour toi, que je te dise. Mais c'est très rare. Je le demande suffisamment pour qu'il le fasse. Ok. Ok, ok. Donc Donc, ça fait une ouais, sacrée charge de taf du coup pour les retours. ouais, ça fait une sacrée charge de taf, mais au bout de quelques blocs d'entraînement, je change jamais les assists dans l'année, tu dois peut-être changer 2-3 assists, et du coup, tu apprends à les faire, et du coup, au bout d'un moment, c'est juste, ok, Ouais, c'est du détail, tu vois, mais au début, sur les personnes avec qui je joue en coaching en débutant, ouais, bah, t'as tout à apprendre, et t'as pas que le SBD à apprendre, t'as pas que les Q de SBD, t'as pas que le placement, t'as le placement aussi sur les assists, et du coup, bah, tu fais 50% de travail en plus comparé à quelqu'un d'autre. Mais ça fait partie de la C'est progression, et important, je hein. trouve ça hyper important, donc je le prends parce que c'est important. Donc, voilà. Ok. Je sais pas, les gars, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce ouais. sujet-là. Moi j'avais une petite question. Est-ce que justement par rapport à cette façon de coacher, tu disais que bon du coup tu as testé plein de choses, Mm. donc je pense en tant qu'athlète, Mm. c'est principalement les coachs que tu as eu qui t'influencent ou t'as Euh, d'autres personnes qui non, t'ont franchement, il y influencé? a de tout. Il y a de tout. Il y a les coachs que j'ai eus qui m'ont fait de l'expérience, que ce soit aussi professionnellement, notamment Alexis, enfin, que ça m'a appris à avoir plus, enfin, de la rigueur, tu vois, que j'avais déjà, mais ça m'a montré un côté plus professionnel que j'avais pas eu forcément avec mes autres coachs. Et du coup, ça m'a fait avancer surtout sur le côté professionnel et aussi sur le côté bah, rééduque en même temps. J'ai eu d'apprendre pas mal de choses avec lui, on en viendra par rapport à ma blessure. Mais ouais, j'ai eu beaucoup forcément d'expérience avec tous les coachs et il y a aussi beaucoup d'expérience avec bah, tout ce que tu peux voir. Je sais pas, t'as RTS, enfin, tous les autres coachs à l'international. Tu as aussi maintenant la plateforme Powerlifting Now là, Ouais. qui est vraiment bien. Après, j'avais déjà appris pas mal de choses avec eux sur leurs plateformes respectives, enfin sur leurs chaînes respectives, que ce soit PR Performance ou Sean Noriega, des mecs comme ça, qui déjà faisaient des vidéos sur leurs chaînes respectives sur plein de trucs. Et du coup, bah, tu prends des choses, c'est comme tout, tu prends ce que tu as à apprendre et tu prends pas je sais que sur leur plateforme, par exemple, ils ont des vidéos spécifiques sur l'hypertrophie avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. Par contre, tout ce qui est des vidéos sur les exos de SBD, sur des trucs, enfin, il y a des trucs que j'ai appris là-dessus et qui m'aident maintenant et voilà, que j'utilise avec mes athlètes, mais il y a aussi des trucs que je prends pas et sur lesquels je suis pas d'accord. Tu vois, tu te forces ton opinion par rapport à plein de choses et du coup, tu prends ce qu'il y a à apprendre et tu prends pas ce qu'il y a pas à apprendre, quoi. Tu fais le pour et le contre. Mais Ouais, ouais, c'est pas que par rapport à mes coachs, c'est par rapport à plein de choses. faut avoir une certaine qualité de réflexion aussi, parce que Bah c'est si t'as ça, en trop fait de trucs sur la tête, exactement. Si tu prends tout pour argent comptant, tout ce qu'on te dit, bah au final, bah qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, enfin tu as le côté hyper spécifique, t'as le côté les assists, faut pas les faire trop dur non plus. Enfin, t'as tout. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Faut juste construire ta réflexion, comme sur plein de trucs. Il Et faut essayer puis, parce que de toute façon, tu as plein de gens. Tu peux aller sur deux comptes Instagram différents et ils vont te dire le strict opposé. exactement. Donc, à un moment donné, si Donc tu tu vois. essayes pas par toi-même, tu Bah feras c'est jamais ça. d'opinion. Du coup, c'est ça aussi l'avantage que je peux avoir, c'est que j'ai testé toutes les méthodes d'entraînement. Bah, enfin, pas toutes les méthodes, mais les principales qu'on peut voir au niveau du SBD. Et du coup, bah, j'ai pu me forger ma propre opinion de qu'est-ce qui est le mieux, quand est-ce que c'est le mieux et pour qui c'est le mieux, tu vois. J'ai pas une vision droite sur tout. étriqué. Tu vois, ouais, ça dépend qui. En fait, c'est comme beaucoup de choses, ça dépend. Hyper spécifique pour certains, très peu spécifique pour beaucoup. Assez rare quand même. Ouais. Euh, Ouais. Ok. Pourquoi le 1 litre de lait journalier obligatoire? Alors ça, c'est au départ, ça partait vraiment d'un truc, genre je le disais pour rigoler, mais en fait tous mes athlètes l'ont pris au sérieux et beaucoup. Mais ouais, bah franchement, j'ai pas de. Alors il y a t'as plein de bienfaits Ouais, pour ouais. le lait et c'est aussi des croyances, tu vois. Genre tu vois les mecs qui étaient, je sais pas, en 1915, tout ce qui est Eugène Sandow, des trucs comme ça, les mecs, c'était des trucs simples, tu vois. Ils bouffaient de la viande rouge, ils bouffaient du lait et ils étaient forts, tu vois. Et du coup, il y a aussi sûrement ce truc un peu placebo où tu te dis, vas-y, si je fais ça, tu vois, il y a cet aspect, il y a la théorie et la pratique, tu vois. Ça se Ouais. trouve, dans la théorie, c'est nul, mais dans la pratique, tu vois, si moi je me dis que c'est bien, tu vois.
Donc il y a ce truc-là et ça m'apporte une dose de prot parce que j'aime pas la whey, donc Ouais. ça m'apporte mes 60 grammes de prot en plus qu'il me faut. J'aime ça et bah je sais pas si c'est ça, mais Ça suffit. j'ai bien progressé. J'ai bien progressé depuis quand même, hein. Donc Je sais pas s'il y avait de la magie noire derrière les 3 litres de lait de journalier, mais je sais pas, mais je sais pas ce qu'ils mettent dans leur lait entier cru, mais en tout cas ça marche. ok. Donc on a déjà quand même vu pas mal sur la vision de l'hypertrophie en FA. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter par rapport à ça, Mathéo. Non, pas particulièrement. Les gars, vous avez des questions supplémentaires ou... Non, pour moi, Pas par rapport à ça, non. Ok. Donc je pense que un peu passer sur ton style de programmation. Bon, on en a déjà pas mal parlé sur l'exercice accessoire, on va dire plus body. Mm. Est-ce que tu as peut-être un truc à ajouter, un peu expliquer ta manière de programmer avec tes athlètes sur tout ce qui est Un SBD? un truc que je trouve important, c'est pareil de ne pas avoir une vision unilatérale sur des choses. Euh, En fait, je trouve ça pas forcément pertinent. Après, chacun a sa vision des choses, mais des cycles d'hypertrophie, des cycles de volume, des cycles de machin. Genre, si le volume, si je sais pas, tu réagis à du x7, pourquoi sur un picking tu fais pas de x7, tu vois? Donc, cette vision que certains ont, je la partage pas du sens où pour moi, si quelque chose fonctionne, tu dois le faire tout le temps. Enfin, jusqu'à temps que tu dois l'exploiter tout le temps. Forcément, si tu le fais 12 mois sur l'année, bah, tu vas plus y réagir, ce qui est évident. Mais si tu fais des x7 et que ça te rend meilleur sur tes singles au coucher, bah pourquoi sur tes blocs de picking tu fais pas de x7, tu vois? Pourquoi quand tu fais, par exemple, moi là, je fais du squat pause et du squat belt test, enfin, je suis beaucoup bien meilleur sur mon squat que quand je faisais du belt squat, enfin du squat avec ceinture et en single, tu vois. Donc pourquoi quand tu as quelque chose qui marche, tu devrais l'arrêter sous prétexte que tu es en prépa ou sous prétexte que tu es en bloc intensité? Non, enfin, je suis pas du tout de cette vision-là à me dire ok, on fait 3 mois d'hypertrophie, ensuite on passe sur 3 mois de volume et après on passe sur 3 mois d'intensité. Ok, bah ouais, mais l'hypertrophie tu l'as fait il y a 6 mois, donc là c'est fini. Enfin, en 6 mois, Ouais, si tu fais plus du tout d'hypertrophie, bah, les gains tu les as perdus quoi. ouais, t'exploites en Donc fait ton stimulus jusqu'à la dernière goutte, quoi. bah en fait, ouais, je pars du principe que si tu as quelque chose qui fonctionne, tu dois pas l'arrêter sous prétexte que tu passes sur une phase. En fait, j'ai pas de cycle de volume, j'ai pas de cycle d'hypertrophie. Mon Ouais, hypertrophie, je la fais toute l'année. Je cycle l'intensité juste à 4 semaines de la compète, mais c'est tout. Genre, moi, je sais que j'ai des athlètes qui réagissent enfin les athlètes féminines qui réagissent très bien si je leur fais 2 singles dans la semaine. Bah, tu vois, bah, je leur fais régulièrement 2 singles la semaine et je vais pas le faire que le bloc de picking, tu vois, c'est complètement con parce que déjà t'as pas le temps de faire les adaptations. Et en plus de ça, si ça te rend meilleur toute l'année sur un bloc où tu fais des x4, de faire des singles, bah pourquoi tu le fais pas, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment ce truc-là où il y a quelques années, c'était vraiment à la tête des gens qui faisaient du power, c'était je fais un cycle d'hypertrophie, je fais un cycle de volume, je fais un cycle des machins. Et c'est vraiment une vision que j'ai pas du tout. Et que après voilà, ça marche avec moi, ça se trouve c'est très bien leur vision, mais je partage pas ce truc-là en tout cas. ouais. Après, j'ai envie de dire, dans un sens, tout marche. C'est ça. Après, voilà, il faut trouver qu'est-ce que nous, Qu'est-ce si que on tu veux doit nous faire en et croire. ouais, Voilà. ça. Il y a aussi l'effet y croire, quoi. C'est ça, Si tu es exactement. persuadé que ton hip thrust que tu fais une fois par semaine, ça te rend meilleur sur ton terre, bah, et que tu as l'impression que ça te rend meilleur, bah, fais-le si ça te fait plaisir, tu vois. C'est ça. Mais ouais, pour moi tout ce qui est cycle d'hypertrophie, cycle de volume, cycle de machin. À part là, le seul truc c'est post-compète, je fais un cycle de déload, enfin je fais un mois de déload quoi, mais enfin un bloc de pivot, de déload, tout ce que tu veux. Mais sinon après toute l'année t'es sur voilà, t'as des blocs de x4, de doublé, de triplé, de single. Mais la trame, à part ce truc-là, reste la même quoi. Si t'es fort sur des x7, je vais pas te les enlever parce que on n'est pas sur un bloc de volume quoi. Hmm. Ouais, t'as Enfin, raison. Moi, ce qui les rend meilleurs, je le fais quoi, et c'est pas cyclé. Alors, ouais, ça c'est te rend simple que meilleur, tu ça, le quoi. gardes. Ouais. J'ai beaucoup d'athlètes qui, notamment sur du soulevé de terre sumo, qui sont bien meilleurs quand leur terre secondaire c'est du terre tempo au genou, tu vois, par exemple. Et ce truc-là, je sais que systématiquement sur certains athlètes, quand je l'enlève pour faire un posé ou pour juste faire du comp sur le secondaire, bah, systématiquement le principal il devient pourri. Et donc, bah, pourquoi l'enlever, tu vois? Donc, je le garde toute l'année. Ils font toute l'année leur secondaire tempo parce que ça les rend meilleurs sur leur comp. Ils sont bien meilleurs après. Donc ouais, je cycle pas la variation. Si une variation marche, on la continue parce que ça t'améliore sur ton mouvement, sur ton principal en tout cas. Ok. Donc ouais. Ouais, Et bon, du là, coup, ouais, vas-y. dans ta façon de programmer, t'essaies d'avoir du coup un peu une vision proactive par rapport à la date de l'échéance ou plutôt réactive où tu vas prendre
enfin, tu vois, par rapport à, on va dire, aux emerging strategies, Mm. dans ce que tu dis, là, j'ai l'impression que du coup, tu prends un petit peu bloc par bloc, et à partir du moment où il y a un truc qui fonctionne plus, tu vas essayer Bah, de en fait, changer, ou si, bah, en fait, tu vas plus cliquer sur... si quelque chose fonctionne, je le garde. Si quelque chose, après, forcément, quand tu débutes avec quelqu'un, ok, ce que tu fais, ça fonctionne, mais ça se trouve, tu ferais autre chose, ça fonctionnerait mieux, tu vois. Ouais, Mais avec des athlètes que j'ai depuis longtemps, si je sais que, je sais pas, thématiquement, quand tous les blocs qu'ils ont fait où ils ont eu l'hyper secondaire high bar, ils étaient meilleurs sur leur principal en low bar, bah, si c'est systématique, bah, du coup, je le remets et ça sera la trame, la meilleure trame qu'ils auront, tu vois. Je sais pas ok. si ça répond à ta question, mais je pense que si. C'est que si je vois quelque chose marche, bah, en fait, j'ai aussi ce truc-là d'assez court terme. Je me dis pas, je fais un interbell test, déficit, parce que je sais que dans 6 mois, je serai meilleur sur mon compte, tu vois. Pour moi, ça, c'est Ouais, pas, enfin, c'est pas une logique que je suis. Si c'est quelque chose qui fonctionne, ça va fonctionner, alors pas la première semaine, mais ça va fonctionner rapidement, tu vois. Moi, je sais que quand j'ai commencé là, moi, c'est par exemple, ce qui a très bien fonctionné, c'est le squat sans ceinture, pour ma posture, pour plein de choses. J'ai eu les effets sur mon squat principal dès la troisième semaine. Et là, c'est des effets de plus en plus exponentiels depuis. Donc là, je sais que voilà, toutes mes prépas, enfin, tous mes blocs, à part mon bloc post-compétition où je serai plus en déload, et encore, je le ferai sûrement, je ferai tout le temps mon squat belt press posé, tu vois. Parce que je sais que c'est ça qui me rendra meilleur. Et je l'ai vu directement. Et je me suis pas dit, je vais faire du squat belt press posé, parce que je sais que dans 4 mois, en revenant sur du plus spécifique, je serai meilleur. Non, je suis meilleur maintenant, donc je le garde. Tu vois. Je sais pas ok, si ça répond à ouais. Ouais, ouais, non, clairement, clairement. et pareil, si je vois qu'une assist, si je vois une corrélation entre une assist et une progression, quelque chose, bah, l'assist, je la garde, tu vois, je vais pas la cycler. Moi, tu vois, ça c'est sur mon bench, j'ai fait beaucoup de dips avant, parce que j'aimais ça, mais ça me flinguait les épaules, donc j'ai arrêté. Et là, je me remets aussi à faire des pompes comme je fais à mes athlètes féminines notamment, et ça a aussi bien fait progresser mon bench, donc je les garde, tu vois. Et je vais pas arrêter de faire des pompes parce que je vais vouloir changer un truc, tu vois. Je vais garder cette trame-là parce qu'elle fonctionne. Et justement, bah, par rapport aux pompes, tu sais, t'en avais parlé en story Mm. à un moment. On Ouais. t'avait dit que tu développerais. Je sais pas si t'as envie de les réserver pour Non, c'est ton pas que j'ai compte pas envie de ou... réserver, c'est que je vais le faire. J'ai pas pris le temps de le faire parce que du coup, j'ai pas mal avec le studio machin, c'est vraiment compliqué de trouver beaucoup de temps pour beaucoup de choses. Mais ça m'a beaucoup aidé pour la réduction de mon épaule parce que ça m'a vachement renforcé mon pattern de protraction. Avec le bench, tu restes très souvent dans des patterns de dépression et de rétraction à des échelles plus ou moins grandes. Mais du coup, bah, forcément, ça peut te créer des douleurs. Et c'est vraiment le fait du coup d'aller chercher l'extrême opposé, d'aller chercher la protraction qui m'a aidé sur mon bench à diminuer mes douleurs. Parce que du coup, j'ai appris à faire vraiment cette protraction-là, même si je le faisais sur mes assises, sur mes exercices de latte, des choses comme ça. Le fait de le faire sur un mouvement de poussée, ça m'a vraiment aidé et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait diminuer mes douleurs épaules, mais vraiment très drastiquement. Pour donner un ordre d'idée, là, on est quoi? On est en octobre. Le 1er septembre, un truc comme ça, j'ai fail 160 au bench de douleur où je pouvais vraiment pas pousser, quoi. J'avais trop mal à l'épaule. Et j'ai mis ce protocole-là de pompe, protraction en place avec aussi un protocole de renforcement en Pale Trails de rotation interne d'épaule. Et les deux ont fait que bah, maintenant je bench sans douleur et du coup je suis bien meilleur. Et je sais que c'est quelque chose que je vais maintenir sur le long terme parce que ça me permet de rester pain-free sur mon bench. J'ai essayé de réduire ma fréquence au bench. J'ai déjà fait 3 bench, ça changeait rien, j'avais toujours aussi mal. J'ai fait moins spécifique sur mon bench, moins lourd, ça me faisait toujours aussi mal. Et donc là, j'ai réussi à trouver le truc parfait. Je fais une partie de mon bench sur du fat pad, une partie de mon bench en close grip. Et du coup, là, j'ai trouvé vraiment l'axe d'entraînement parfait par rapport à ça. Et du coup, c'est quelque chose que je vais garder sur le long terme. Mais ouais, les pompes protraction, ça m'a vraiment bien aidé pour la réduction d'épaule. Et du Com- coup, je le garde. com- Quand je vais essayer de combien, l'arrêt, vas-y. combien de temps, concrètement, un peu pour donner un peu de contexte, t'as mis à trouver quelque chose qui marcherait pour toi, du coup, Pour mon quand épaule. tu t'auto-coaches, pour ton épaule? Bah, après, j'ai toujours été proactif dans mes coachings. C'est-à-dire que même quand j'étais coaché par Alexis depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi, quand j'avais quelque chose, j'attendais pas qu'il me donne une réponse. Mm. Je prenais ce qu'il me disait, mais je cherchais aussi de mon côté. Donc Ouais. j'ai testé aussi plein de choses de mon côté par rapport aux épaules. Mais c'est quelque chose qui a mis. Donc, bah, pour donner un ordre d'idée, j'ai commencé à avoir mal en 2023, en septembre 2022. Et là, c'est que depuis un mois où j'ai plus mal, tu vois. Donc, ça a mis 1 an à ce que je trouve le bon protocole, la bonne gestion. Bah, du coup, depuis que je suis tout seul, là, je peux le gérer au niveau volume, au niveau variation, sur quel banc je bench, quand est-ce que je bench sur ce banc-là. Tout ce truc-là a mis 1 an à se mettre en place.
Ok, donc ça c'est bien pour donner un contexte aux gens qui croient Mm. qu'en 3 semaines, on peut trouver quelque chose qui marche, ou que ce Ouais, soit au bah, niveau réhab, ou que ce soit au niveau, on va dire, on arrange ça à trouver. 4 ans. L'épaule, franchement, sur, sur l'échelle du temps, ça va. C'est rapide. Voilà, donc pour vraiment se dire que c'est pas parce que vous avez une petite douleur qui est là Ouais. depuis une semaine que vous devez Mm. arrêter la force et que Et c'est puis, terminé, quoi. ouais. Et puis, il y a douleur et douleur. T'as des gens qui vont avoir des douleurs 1 sur 10 et qui vont te dire putain, je peux plus bouger, ça va pas du tout. Ouais, mais enfin, il y a aussi ce problème-là où des gens, ils sont un peu. Je veux faire de la FA au niveau, mais par contre, je veux pas en payer les pots, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. De toute façon, n'importe dès quel que j'ai sport de une, haut niveau. ouais, ça. Ouais. Dès que j'ai une petite, ouais, mais surtout en FA, les gens sont plus en mode, si j'ai un tout petit truc, j'arrête tout et c'est la fin du monde, quoi. Je peux plus rien faire. Alors que non, tu peux Ouais. pas plus rien faire. Je Dans les autres pense sports, aussi je que pense que c'est. tu as aussi ce truc-là où, enfin, du coup, là, je le vois par exemple, les rugbyman. Un rugbyman qui va avoir une petite tension sur son dos au terre, il va pas me dire, je peux plus bouger. Il va relativiser, il va savoir que ça va être ok, tu vois. Quelqu'un qui a Je jamais pense, fait je de sport, pense- il sent une petite tension sacro-iliaque, qui me dit, je peux plus Ouais, bouger, voilà. c'est fini, tu vois, j'arrête tout. Alors je dis non, déjà, t'arrêtes pas de bouger. Et qu'est-ce que t'entends par tension? C'est par rapport à ça aussi, c'est que généralement le mec qui fait de l'AFA, enfin il y a une bonne partie maintenant de mecs qui font de l'AFA qui n'ont pas forcément eu de gros passés sportifs. Mm, mm, Et là, il y a aussi une part, leur passé sportif, c'était la muscu à partir de 16-18 ans, tu vois. mm. Et finalement, déjà que c'est des sports dans lesquels tu vas quand même Peu de rencontrer blessures. moins souvent de blessures, etc. Bah, Tu vois, franchement, en muscu, je vois pas comment tu peux à part, apparemment, si tu fais correctement les choses en hypertrophie, faut le faire pour se blesser, quoi. Ça Oui, dépend ce ouais. qu'on appelle blessure, encore une fois, Oui, mais voilà, ouais. je pense que je Oui, pars du principe que si et tu te si la, t'as si tu te la donnes un une minimum, tendinite au biceps, oui, mais si tu fais une déchirure sur un truc en étant nati et en faisant du body, faut le faire, quoi. faut le faire, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Mais ouais, quand t'as des athlètes qui ont vécu des blessures dans d'autres sports, c'est plus facile de les faire revenir. Parce qu'il y a C'est ce ça. Bah, trait de après, je pense. résilience qui est meilleur et mentalement, ils sont plus aptes à accepter les choses. C'est ça. Après, je pense que même des fois, avec des gens qui ont beaucoup de passés sportifs, t'en as qui se sont jamais blessés de leur vie le jour où. Ah Après, oui, c'est bien surtout, sûr. c'est surtout d'expérience Ça plus dépend que des de personnes. passé sportif. Je dirais. Ouais, Mm. c'est ça, Ça exactement. dépend des personnes. Et du mental et du profil psychologique de la personne aussi, Mm. parce que. Ah oui. Et toi, du T'as... coup, Ouais, ouais, vas-y. par rapport aux douleurs, là, t'as dû dealer avec beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Est-ce que tu sens que, en termes de coaching, du coup, Ouais. tu vois, ça t'a beaucoup Ah aidé ouais, aussi, tu c'est vois. une plus-value de malade mentale. Au départ, quand j'ai commencé la FA, je voulais même pas être coach. Je sais pas ce que je voulais faire, mais au départ, je voulais être kiné. Et quand je me suis blessé, bah, le coach que j'avais à l'époque m'a pas aidé par rapport à ça. Et du coup, quand j'ai arrêté avec celui-ci, au départ, j'étais coaché après que j'ai été blessé, je les ai coachés par Atlas. Atlas m'a apporté beaucoup de choses sur la réhab à ce moment-là. Il avait vraiment un bon passé parce que du coup, il était coaché par Brendan Tietz à l'époque. Ah, ouais, fait. Il était vraiment, bah, c'était un des premiers coachs de FA qui avait. Et il avait ce truc-là d'être vraiment carré et calé niveau réhab à l'époque. Et du coup, il m'a apporté pas mal de trucs et ça m'a donné envie d'apprendre des choses par rapport à ça. Et du coup, ouais, dans mon malheur, entre guillemets, finalement, c'est une bonne chose parce que j'ai appris énormément de choses sur la rééduque, sur les mouvements à faire, sur comment le faire. Enfin, finalement, dans ma blessure, au niveau professionnel, en tout cas, ça m'a apporté énormément de choses. Et maintenant, j'ai énormément d'athlètes, je sais pas, qui vont avoir un petit truc quelque part. Directement, je vais leur dire quoi faire et je leur dis, va quand même chez le kiné au cas où. Ils me disent, ok, bah, le kiné m'a dit que ce que tu as dit, c'était parfait et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tu vois. Donc j'ai ce truc-là où, malgré moi, finalement, bah, la blessure était une bonne chose parce que j'ai appris énormément de choses sur le côté réhab et je suis pas que en mode, je me repose sur mes lauriers de sportif qui est bon en FA et je fais une programmation FA. Par contre, dès qu'il y a un truc, je sais plus quoi faire. Quoi. Ouais. Ça m'a apporté énormément de choses de ce côté-là. Donc finalement, c'est une bonne chose qui m'est arrivée parce que bah, je suis pas resté reposé sur mes lauriers et je me suis sorti du cul pour vraiment apprendre plein de choses, notamment sur l'aspect réhab, qui est tout aussi important d'avoir en tant que coach. Certaines compétences, t'es pas un kiné, mais tu peux quand même apporter quelques conseils par rapport à ça. Tu seras jamais un kiné, mais au moins t'as un bagage. Quoi. Ouais, c'est pratique dès que tu peux gérer au Ouais, moins les petits trucs. euh, Si dès qu'il y a le moindre chose, t'es obligé de perdre deux ouais, c'est semaines ça. parce que tu l'envoies voir le kiné, Ouais, et puis maintenant, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous kiné, c'est compliqué de trouver des bons un bon kinés. kiné. Un kiné qui sait ce que c'est la FA, ou un kiné qui sait ce que c'est la muscu, des choses comme ça. Si tu vas ou même les médecins, c'est pareil, les médecins qui vont te dire, j'ai des athlètes qui ont eu Arrête des le petits sport. trucs, le médecin dit arrête du sport pendant un mois. Je dis non, tu n'arrêtes pas le sport pendant un mois, mais son médecin te l'a dit. On met des choses en place et tu vois, 5 jours après, ils sont de retour à la salle et tout va bien, tu vois.
Ouais, Donc, puis l'AFA, c'est particulier aussi parce que, tu vois, par exemple, tu prends un athlète à partir d'un certain niveau, tu vois, qui commence à avoir des douleurs, je sais pas, sur son squat à 2,40, tu sais, il va aller chez le kiné, et Mm. en fait, le kiné, il va même pas réussir à reproduire la douleur parce qu'en fait, les Mm. contraintes, il a du c'est mal pas à les mêmes. les. Ouais, Mm. voilà, c'est ça. Et du coup, le Ouais, c'est des kiné, il est contraintes là. extrêmes. C'est pas... Il va Enfin, pas le j'ai mettre déjà à eu un un 2,40 athlète sur qui le me dos dans le dit truc du kiné, quoi. ouais, voilà, ça, je suis allé chez le kiné, mais en fait, chez le kiné, j'avais pas mal, tu vois, donc j'arrivais pas vraiment à lui faire comprendre. Ouais, bah moi c'était pareil, notamment avec mon épaule au bench. J'avais mal à partir d'une certaine charge et je pouvais plus pousser de douleur à cause d'une certaine charge. Mais j'allais chez le kiné, il me faisait un test. Bon, j'avais un peu mal, mais ça avait rien à voir avec ce que j'avais à l'entraînement, tu vois. Donc, Ouais. ouais, dans la blessure, en tout cas, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et ça m'a forcé à apprendre beaucoup de choses euh, sur la réhab et même sur l'entraînement. Je vais pas mentir, c'est grâce à ça que j'ai vraiment créé mon bagage actuel sur la réhab et sur l'entraînement. En plus, Et t'as eu sur aussi l'importance de l'hypertrophie. Parce que du coup, vu que j'avais plus que le bench à faire, bah tu fais pas que du bench, tu fais aussi des assists. Et je suis passé de 115 au bench, et quand j'ai repris le squat, j'avais 180 au bench. Ah Donc ouais. j'étais très nul au bench quand j'ai commencé ma dernière compète de F avant ma blessure. J'avais fait 2,25 au squat, 2,45 au terre et 115 au bench, tu vois. Donc un bench vraiment nul par rapport au reste. Et je suis revenu avec un bon bench, et qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Bah, j'ai fait de l'hypertrophie. Donc, blessez-vous à la hanche. Allez pas jusque là, mais Ok, bah, je pense qu'on peut passer directement sur ce dont on vient de parler, nous préciser un peu comment c'est arrivé ta blessure à la hanche, qu'est-ce que tu as mis en place, enfin un peu tout le parcours que tu as eu par rapport à ça. ouais. Alors la blessure à la hanche, c'est donc j'ai commencé le power alors il y a peut-être un an qui va bugger, je sais pas si c'est 2007 ou 2018, mais on va dire en août 2017, avec une approche hyper spécifique directe. Mais par contre, j'avais déjà un bagage de muscu. J'avais vraiment, sans mentir, une très très bonne génétique pour le squat. Avant même d'être coaché en FH, je faisais du squat 4 fois par semaine. J'étais vraiment, bon, je le faisais plus intelligemment, du coup, j'avais pas l'intensité max à chaque fois, mais je faisais beaucoup de squats parce que j'étais très bon, j'aimais beaucoup le faire. Mais je faisais pas de low bar, je faisais du high bar, donc c'était moins contraignant pour le dos, pour les hanches, etc. Et du coup, j'ai commencé le programme de force en août 2017. Et je me suis blessé J'ai commencé à être blessé en janvier 2018 et j'ai été blessé définitivement. Sa copine s'étouffe derrière. J'ai été blessé définitivement en mars 2018. Je suis arrivé en bas d'un squat, j'ai senti claque et c'était fini. Ah Mais ouais. j'ai eu 3 mois et demi de signes précurseurs que si maintenant enfin, à l'époque j'étais coaché et je sais que maintenant si j'avais eu un autre coach et Ce si je le faisais process. moi-même, j'aurais pu éviter ça vraiment facilement. En fait, j'ai poussé. Et vu que j'avais une assez bonne génétique pour le squat, bah, j'ai pu pousser très longtemps et avec très lourd. Sauf que bah, même si t'es très bon sur ton mouvement et que t'as une bonne génétique sur le mouvement, bah, ça claque au bout d'un moment. Ça aurait pu claquer en un mois, ça en a claqué donc de août à mars, quoi. Ouais, Donc ouais, Et voilà. ok. tu sais ce que t'avais précisément Alors ou... sur le coup, j'avais aucune idée parce que du coup, j'avais 17 ans, donc j'étais encore chez ma mère Ouais. et je voulais pas lui dire que je m'étais blessé parce que je voulais pas qu'elle me dise arrête machin. Donc j'ai rien dit, mais j'avais très mal. Genre pour te donner un ordre d'idée, pendant les 2 premiers mois, je pouvais pas marcher sans me foutre un pot de baume du tic sur la jambe plus une bande tout autour de la cuisse pour faire un espèce de garrot, tu vois. Je pouvais pas marcher Hmm. sinon. Donc je savais pas ce que j'avais, mais j'avais très très mal, impossible de faire une flexion de hanche du tout. Et j'ai su ce que j'avais seulement, donc là c'était en 2018, seulement 2 ans après, parce que du coup après je suis arrivé en études sup et du coup j'étais plus chez ma mère, j'étais en STAPS et j'avais quand même très mal encore. Enfin j'avais des douleurs inflammatoires très chroniques, mais j'étais surtout très limité en mobilité. Donc vu que j'étais en spécialité sport de combat, c'était très gênant parce que du coup j'avais vraiment des trucs que je pouvais pas faire du tout. Du coup on m'avait dit bah va quand même faire une radio. Et j'avais déjà essayé plusieurs fois de squat, etc. Ça le faisait pas. En fait, la douleur était vraiment inflammatoire et 7 sur 7, 24 sur 24, quoi. Donc, je pouvais pas mettre mes chaussettes sans vraiment douiller ma race pendant 3 ans. Et du coup, j'ai fait une radio. Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu une déchirure du TFL à l'insertion proximale. Et en fait, au lieu d'avoir un tendon qui se reforme normalement, ce qui aurait pu arriver, Il y a eu j'ai un mon os qui tendon s'est qui s'est, reformé. ouais, une calcification du tendon sur 10 cm. Donc, ce qui est énorme Ouais. sur une hanche. Donc, ce qui explique pourquoi je pouvais pas faire de flexion de hanche parce que bah, physiologiquement, j'avais un os qui m'empêchait de le faire, quoi.
Donc j'ai dû faire ma première radio, c'était en août. J'ai vu un chirurgien orthopédique en septembre. Et j'ai été opéré juste avant le Covid, en octobre 2020. Et ensuite, là, pour le coup, après l'opération, c'était vraiment trop bien. J'avais plus rien du tout, je pouvais re-squat. Sauf que je sais pas pourquoi le chirurgien m'a dit tu n'as pas besoin de voir un kiné, juste tu reprends le sport progressivement. Et je Ok. m'étais quand même dit sur le coup, c'est bizarre que j'avais pas besoin de kiné alors que j'ai eu quand même une opération à la hanche, c'était quand même assez vénère. Donc j'ai quand même écouté ce qu'il m'avait dit et j'ai pas fait du kiné et j'ai repris progressivement le squat. Sauf qu'à l'époque j'étais en STAPS en même temps et du coup en STAPS tu fais quand même beaucoup de sport à côté. Ouais. Et du coup j'ai été opéré en octobre 2020 et j'ai repris le squat en fin novembre. Et ça a refait reclaquer en février avec surentraînement entre le volume au squat où j'étais redevenu. En fait, j'étais toujours aussi fort, mais sauf que j'avais un tendon qui était pas fort, quoi. Et le volume d'entraînement en STAPS, parce que du coup on faisait de la course en même temps, donc forcément au niveau des hanches et du tenseur facial et tout, ça l'a pas fait. Parce qu'en fait, j'avais perdu aucune force sur les jambes. J'ai recommencé le squat que j'avais pas fait depuis des années. Bon, j'avais fait coup par coup, mais je pouvais jamais faire plus de 100 kilos. J'arrêtais parce que j'avais trop mal. J'ai repris en fin novembre, en 100 kilos. Et fin décembre, j'avais déjà refait devant. Donc, j'ai Ok, pas, en carrément. fait, Carré. j'avais même pris en force parce que le devant que j'avais fait, il était il était en barre haute. Mais sauf que mon tendon, je l'ai pas du tout renforcé entre le temps. Et j'ai pas pris le temps en fait, de faire les choses. Et du coup, bah, ça a Ouais, reclaqué en début 2021. Donc, en février 2021. Et là, j'ai arrêté de squat. Et là, je m'étais dit, vas-y, c'est fini. Et après, du coup, j'ai été coaché par Alexis, avec qui j'ai dit je veux pas faire de squat parce que du coup je lui ai dit on fait que du bench, on fait que du terre, ça me saoule, enfin j'en ai trop marre d'avoir mal tout le temps. Et voilà, et du coup donc j'ai été coaché par lui de à peu près je dirais avril 2021. Donc j'ai fait France WPC en avril 2021 avec lui, j'ai fait une autre compétition en WPC après, et en février ou non en mars ou avril 2022, donc il y a un an et demi, du jour au lendemain, comme ça, il me dit on reprend le squat. Je fais comment ça, on reprend le squat? Parce que du coup, j'avais déjà réussi entre temps, machin. Et il m'a mis en protocole de réhab en marche, avec des pale stretch, je sais pas si vous voyez ce que c'est, de la mobilité de hanche en frog, avec des rotations internes, enfin pas mal de trucs axés sur la hanche. Et j'ai repris le squat et je me suis dit bah ok, bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, je suis pas à un arrêt près, hein. J'ai fait 8 arrêts au squat depuis cette année-là. C'est pas un neuvième qui va me faire quelque chose. Et une semaine passe, je fais ma première série. En fait, quand vu que j'avais des inflammations chroniques, je pouvais faire une série de squats au hasard tous les 4-5 mois, tu vois, sauf qu'après, je pouvais plus en faire pendant 4-5 mois. Et une semaine passe, donc j'avais 1 x 3 et 1 x 3 en top 7 et 1 x 3 en back. J'avais 2 séries. Je fais la première semaine, ça va. Les inflammations qui diminuent avec la mobilité que je fais avec lui, que je faisais du coup, j'étais vraiment hyper assidu pour le coup, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je faisais la mobilité 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Et j'ai fait ça pendant un an, 7 jours sur 7, 2 fois par jour. Et donc j'ai fait son protocole, plus du coup la séance de squat par semaine, que j'attendais évidemment avec impatience, donc je pense que ça aussi, ça jouait dans le processus de rééducation. Et du coup, bah, on a repris, donc une semaine passe, rien. Deuxième semaine passe, rien. Troisième, rien. Quatrième, rien. Je me dis, ok, ça fait 4 semaines que je squatte d'affilée, j'ai jamais vu depuis 3 ans et demi. Du coup, deuxième bloc, pareil. Et on a fait ça donc, de juin à septembre, seulement 2 séries par semaine. Et bah du coup forcément là j'ai pu me rééduquer entre guillemets et construire du muscle quoi au niveau et du tenseur au niveau du latin. Et du coup bah voilà, après à partir de du coup j'ai fait un mock meet en octobre l'année dernière. Du coup on est remonté à 2,40 au squat, all time pair, et j'étais jamais ok. monté à plus de 2,17 avant de faire ce 2,40 là. Donc ouais, on a fait un mock meet et après du coup on est repassé à un peu plus de squat dans la semaine, donc je faisais style 4 séries, un truc comme ça, et petit à petit on est monté jusqu'à là en avril des France. J'ai jamais fait beaucoup de séries de squat, ouais. Le Et 2 juin à septembre, là encore actuellement, l'année dernière 2 avec juin à Alexis. septembre, vas-y. Ouais, vas-y. 2 juin à septembre, quand tu étais avec Alexis, tu faisais que 2 séries par semaine. En Mm. termes de charge, c'est vite remonté. Alors je pouvais très vite remonter, mais Alexis Ouais. me donnait des charges à faire qui étaient toujours très très faciles, mais c'était enfin je faisais ce qu'il me disait quoi, j'allais pas plus haut. Donc j'ai aussi ce truc-là avec lui qui m'a beaucoup aidé, c'est que il m'a pas laissé faire n'importe quoi et il m'a appris à être patient.
Parce que j'aurais sûrement eu la force de très très vite refaire un plus de 200, mais je l'ai pas fait avant. La première fois que j'ai remis 200 sur ma barre, c'était 2 mois et demi ou 3 mois après avoir recommencé. Ok. Donc il m'a cadré sur ça et du coup je pense que c'est ça qui a fait la différence et que j'ai pas repris directement avec des grosses charges même si je pouvais le faire. Et la réhab, t'avais pas C'était très travaillé simple comme aussi avec... protocole. T'avais pas Si, j'ai travaillé travaillé aussi avec avec Victoria. Victoria? Ouais. Ouais, j'ai travaillé avec Victoria. En fait, avec Victoria, du coup, on a fait un appel. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et elle te fait un plan, en gros, et après, tu fais en autonomie, tu lui envoies les vidéos si tu as besoin, etc. Je l'ai fait pareil, hyper assidu. J'ai commencé avec elle, je crois, en décembre 2022. Et jusqu'aux France, j'ai fait le protocole tous les jours à fond. Et du coup, après France, parce que ça me prenait quand même beaucoup de temps de le faire, etc. Et je me suis dit, ok, est-ce que maintenant, je suis pas suffisamment avancé sur ma rééduque, etc. pour peut-être sélectionner que un ou deux exos de ce qu'elle me faisait faire sur les peut-être 7 ou 8. Donc j'ai commencé par diminuer fois de 4 ce qu'elle me faisait. Donc au lieu d'en faire 6 ou 7, j'en faisais qu'un ou deux. Et petit à petit, j'ai diminué, j'ai essayé d'autres exercices. Et là, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, maintenant, ce que je fais en squat, c'est je fais juste, je me tiens à un truc et je me mets en position squat. Et ça, par contre, je le fais quand même tous les jours. Mais pour m'améliorer en mobilité sur le squat et mon hanche, je fais que du squat. En Tu vois, termes de warm-up je me sur suis ton squat, spécifié dans ma réhab. en termes de warm-up sur ton squat, tu as des exos un peu spécifiques? Je fais des rotations articulaires contrôlées de hanches. Et du squat, tu sais, je me tiens à un rack et je vais en position profonde Ouais. et je reste, enfin, je remonte un petit peu, je fais de l'iso, des trucs comme ça au poids de corps. Mais je fais que du poids de corps maintenant, à part les rotations articulaires contrôlées. Et je fais 5-10 minutes de poids de corps sur mon squat où je fais une 30-40 de reps au poids de corps en me tenant un truc sinon je peux pas descendre. Et je reste en bas, je fais de l'iso, etc. Si j'ai besoin que je sens que c'est un peu tendu, je fais des pellet raises, donc de l'iso au niveau de la flexion ou de l'extension de hanche. Mais maintenant, je suis suffisamment avancé pour ne même plus avoir à faire ça. En fait, tant que je suis régulier dans mon squat, ce qui a aussi fait la différence dans ma réhab là, et dans mon squat depuis quelques mois, c'est que j'ai moins fait d'exos farfelus pour m'améliorer en mobilité, mais plus de squat. Donc tous les jours, je me mettais 2-3 fois 5 minutes par jour en position squat, et je restais dans la position, et je faisais l'ISO, etc. Et du coup, je suis devenu bon dans cette mobilité spécifique de squat. Mais je pense que tout ce que j'ai fait avant, ça m'a quand même servi pour faire le général, et maintenant, je suis plus dans le spécifique, quoi. Ah, c'est ce qu'Atlas il disait là pour améliorer sa mobilité, bah juste. Ouais, Tu mais je sais, suis il complètement avait fait d'accord. ça, il se mettait tout le temps en position de squat dès qu'il avait un moment. Ouais, mais Qui il ça, j'ai m'avait pas dit ça, entendu. Pardon. Atlas. C'est Atlas C'est qui quoi? avait. Thibaut? Il avait... Ok. Ouais, Bah bah même pour au squat. 99% des gens, je suis d'accord, mais après du coup moi dans mon cas, avant c'était pas, je pouvais Oui, même pas oui, me oui, mettre en squat clairement. au poids de corps. Mais maintenant, ce que j'ai à mes têtes, c'est je dis, tu veux t'échauffer au squat, t'as aucune contrainte de mobilité, t'as aucune contrainte physique, t'as pas de douleur nulle part. Pourquoi tu me fais 30 minutes d'échauffement avec On est 36 exos d'accord. différents et qu'ensuite tu me fais deux séries de squats, tu me fais un 2 fois 3 à vide et après tu montes en charge. Genre, non, fais du squat, fais du squat. Nous sommes d'accord. Tu veux t'échauffer au bench, tu fais des pompes et tu bench. Si t'as pas de contrainte mobilité, si t'as pas de contrainte de douleur ou quoi que ce soit, pourquoi tu te casses le cul à faire 36 exos différents? Juste fais du squat, quoi. Si tu es capable de faire que ça, fais que ça. Genre En il y a termes de il y a des charge, meufs. Ouais, vas-y. en termes de charge, j'ai vu que tu avais une strat un peu agressive sur le terre. Tu fais pareil avec le squat ou pas? En termes de jump, tu veux dire? Ouais, En warm-up? ouais. Alors jusqu'à il y a quelques mois, j'allais vraiment tout petit, et là ouais, là tu vois, j'ai fait hier par exemple pour monter à 2,65, j'ai fait 70 où j'ai fait quand même je fais quand même 2-3 séries à vide, 2-3 séries à 70, et ensuite 120, 170, 2,15, 2,45, 2,65. Parce que sinon, ça te crame trop si tu montes trop en charge sur les Ouais, warm-up. c'est ça. On est Ouais. d'accord, moi c'est pareil. Ok. Avant, je le faisais parce que j'avais peur de me blesser, j'avais peur de machin, et maintenant j'ai quand même la confiance et ça me crame beaucoup moins comme le terre en fait. Moi je crois sur Le mon terre, le 75, terre, de quoi? 2,75, last warm-up 230, parce que sinon en fait j'arrive à partir de 240, si je fais Ouais. un warm-up au-dessus, je me retrouve à avoir une baisse de 10% sur le top Bah moi set. ouais, c'est surtout le terre où j'ai vu la différence quand j'ai commencé à faire des gros jumps. Avant je faisais 70, 120, 110, peut-être 220, 240, 270, tu vois. Et là je fais 120, 220 de top 7. Donc c'est un peu abusé aussi, mais ça marche extrêmement bien. Ah, si Après c'est c'est comme tout, super. ça dépend en fait. Je ferais Non, jamais de la vie, je dis à un mec qui fait du sumo de faire ça. Mais sur un tradi un peu bourrin comme je le fais, c'est ça en fait. Mais ce qui est important, c'est l'approche psychologique. Genre dès la série ah, à 120, je suis dedans comme s'il y avait 300 quoi.
Après, il faut aussi Ouais. voir le truc en termes de pourcentage par rapport à quelqu'un qui a un max à 200, Oui, quelqu'un qui a un max à 300. oui, Bah, c'est ça. 5% d'augmentation sur 200, Mm, ça va faire 10 kilos. Sur 300, mm, ça va faire 20 kilos. Donc, ça paraît mm, énorme, mais quand tu ramènes ça au mm. pourcentage, c'est pas tant que Ouais. ça, en fait. Bah ouais, c'est en faisant des gros jumps, notamment sur les dernières barres de chauffe, que j'ai vu une belle progression, tu vois. Ouais. Là, je sais que si j'avais fait 2,60, 2,80, 2,95, j'aurais passé dur. Et faire juste 2,60, 2,95, ça, je me trouve facile. Mm. Et hier, j'ai tenté 300, juste après mes 2,95. Il me manquait vraiment 1 centimètre pour lock, et je sais que si j'avais fait 2,65, 300, je les avais, tu vois. Mais en fait, les charges sont tellement élevées que je crame très vite, et du Mm. coup, le 2,95, malgré qu'il soit facile, il m'a tué, tu vois. Donc Tu arrives 300 à pour être la comp. performant sur tes back-off quand même. Bah, j'ai pas le choix. Mais je suis fatigué. Bah, je crois que t'as pas, en termes de baisse de charge sur les back-off, t'as quand même des grosses baisses, je crois, parce Bah, que t'as quand même. ouais. Sur les back-off au terre, parce qu'au squat, je fais pas de Ouais, back-off. ouais. Ouais, parce que Au terre, je ouais. vois que tu faisais t'as fait quoi, 2,95 et après tu faisais des back-off à 2,45. Ça fait quand même quasiment 20% de baisse, ce qui est Ouais. quand même. Non, j'ai fait 2,65 en back-off, mais c'est que depuis que je suis en solo coaching que je fais ça. Avant, Ok. les plus gros back-off que j'avais fait de ma vie, c'était 2,30, je crois. Et j'ai pris, parce que j'avais des gros pourcentages de down j'avais peut-être 14 à 16%, un truc comme ça. Et là, c'est que depuis 1 mois et demi que je teste des moins 10. Et du coup, ouais, j'ai jamais fait des back-off aussi lourds de ma vie que ce bloc-là, quoi. J'avais jamais dépassé 2,30 en back-off, et là, j'ai fait 2,65 en back-off. Et Ça ça a t'impose pas réussi. trop de fatigue après pour. T'as combien de terres dans la semaine? T'en as qu'un seul ou t'en as deux? Non, j'en ai deux. Ok. Et ça t'impose pas trop de fatigue justement de faire des back-off beaucoup plus lourds? Bah, je pense que j'ai construit la capacité de les encaisser, tu vois. Ouais. Ok. Là, par Et ta exemple, mon hanche, terre. Ouais, vas-y. autre question. Ta hanche en termes de. Vu que du coup ça a pas mal changé ton pattern sur les deux mouvements, est-ce que bah, sur le squat forcément t'as senti une baisse de capacité de travail, mais sur le terre, est-ce que t'as vraiment senti une grosse baisse en termes de capacité Non, encaissée ou. non, non. Le terre ne me gêne pas pour ma hanche, juste j'ai le dos rond. Ça, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai aussi construit la capacité de résilience avec le dos rond. C'est-à-dire que je vais pas me blesser avec le dos rond maintenant. Parce que je les fixe pas, je suis rond tout le temps. Et du coup, Ouais. en fait, ça a pas diminué mon potentiel de travail. Ça a peut-être un peu diminué mon efficience dessus. Parce que du coup, vu que je suis très rond quand même, bah, c'est pour ça que mon lock est toujours très dur. Parce que physiquement, je peux pas avoir le dos droit, j'arrive pas. Ouais. Même à 100, je peux pas avoir le dos droit sur mon terre. Et du coup, ça a plus baissé le potentiel que je vais pouvoir avoir dessus, je pense, sur le moyen terme, plutôt que ma capacité de travail, tu vois. Et par contre, sur le squat, ouais, là, au squat, j'ai que 6 séries par semaine, et mes 5 séries, je les fais sur mon secondaire. Ouais. J'ai que un top 7, mon principal. Comme quoi, le volume d'entraînement n'est pas le seul levier de progression. Ouais. Ouais. Ça prouve bien la chose. Donc, Bah ouais, avec 6 séries par semaine, j'ai pris 22 kilos sur mon squat en 2 mois, quoi. Donc, ouais, c'est pas plus le parce fait que... de remonter en termes de charge de zéro, en fait, c'est Mm. pareil quand tu pars. Ouais, c'est ça. Ça se trouve dans un an, avec 10 séries, je serais très bien et je ferais 3,20, tu vois. Mais là, pour l'instant, j'ai pas besoin de plus de 6 séries pour progresser, tu vois. Ah, c'est ça, Et et je vais, comment et je vais, ouais, et tant que j'ai pas besoin, je vais pas monter. Je vais pas rajouter une série pour rajouter une série, tu vois. Je vais pas rajouter un back-off à mon squat alors que j'ai pris quand même 22 kilos, donc je vois pas pourquoi Ouais. je ça, prends c'est ça. quelque chose qu'on voit trop, je trouve. C'est des gens qui veulent augmenter le volume au maximum alors Mm. que tu progresses très bien. Genre, pourquoi tu veux changer quelque chose qui marche Bah, déjà ouais, c'est comme ce qu'on disait avant. Pourquoi enlever une ouais. assise si elle fonctionne? Pourquoi enlever un x7 si ça fonctionne? Pourquoi changer si Et ça fonctionne? du coup, T'enlèves des des fois, cartes, en fait. je récupère des débutants, surtout qui ont déjà 16 séries au squat, Au squat. 28 séries au bench et 16 séries au deadlift, et ils ont un total à Ouais. 400. Je suis en mode. Ouais, bah, Et on veut moi, du coup, je commencer leur fais redescendre de moitié. ouais. Ça progresse aussi bien, voire même plus. Et je fais, mais en fait, tu te grilles des cartes de malade pour la suite. Mm. Et en fait, le jour où t'arrêtes de progresser, comment tu fais? Mm. Bah ouais, bah tu vois, là je bench 192,5 et je fais peut-être, je dirais, 15 séries par semaine, alors que quand je benchais 115, je faisais 40 séries de bench par semaine, tu vois. Donc, forcément. 40? Ouais, 40. 40 séries de bench par Bah, semaine! quand j'ai commencé la FA, ouais, j'ai faisais entre 15 et 20 séries de squat et de terre et 40 de bench, ouais. Et je benchais 115. Donc tu vois, Après, tu vois, Bon, après, c'est la même source, ce dont je parle, donc ça ne m'étonne pas. le, Mais le, le bas volume que tu fais aussi, c'est. Enfin, quand tu dis que tu as 6 séries, c'est qu'est-ce que tu fais de tes 6 séries. Tu vois, tu disais, par exemple, quand tu fais tes gros jumps au terre, tu vois, c'est dès que tu es à 120, dans ta tête, c'est comme s'il y avait 300. T'as des mecs aussi, ils ont 20 séries dans la semaine pour n'importe quel mouvement, mais Mm. qu'est-ce qu'ils en font aussi de ces séries, tu vois Mm. quelle Bah, approche t'as c'est de aussi ta ça que série. je mets à mes athlètes en termes d'apprentissage, c'est vivre son entraînement et pas faire son entraînement.
et le vivre niveau progression, ça a tellement de différence sur ça. Et il y a trop de gens qui vont dire ouais, machin est dopé, machin et machin. Mais juste déjà apprends à vivre ton entraînement et vois la progression que ça t'apporte d'avoir un cap psychologique de passer. Et franchement, ça fait tellement la différence. Et comme tu dis, tu vis tes 10 séries, tu progresses 1000 fois mieux que celui qui fait ses 30 séries, quoi. Ouais. Donc ouais, apprendre à Et, s'entraîner, c'est pas que apprendre à faire un squat, c'est apprendre à tout, et psychologiquement. justement, Apprendre. tu mets des trucs en place particulièrement, toi, pendant ta séance pour justement être dedans ou Ouais, vu je que t'as de sais que l'expérience, j'ai ma routine et dès que j'ai le peu de fois où j'ai pas fait ma routine, ça change tout. Je sais que je m'entraîne toujours avec mon casque, même si jamais dans la salle il y a de la bonne musique. Je fais toujours mes 10 minutes de marche rapide avant la séance et je sais que ça fait toute la différence aussi. J'ai vraiment le protocole de séance qui est mis. Et dès que je sors de ce gond-là, bah, je vois la différence parce que psychologiquement, je suis moins à fond dedans, quoi. J'ai mon échauffement, j'ai ma marche rapide, j'ai mon casque et je suis dans ma bulle, Tu quoi. vois pas trop de down de performance du coup, vu que en compétition c'est pas forcément les mêmes conditions, etc. Non, parce qu'à la compétition, t'as la hype et l'adrénaline qui prennent le dessus, je pense. Ok, Et j'ai aussi mon casque en compète avant de passer sur le plateau. Donc, ok. après, le seul truc qui ferait la différence en compète, mais bon, après, ça t'y peut rien et tu vas pas ne pas optimiser ton entraînement juste pour la compète. Le seul truc qui fait en différence en compète, c'est que bah il y a d'autres gens avec toi, donc tu peux Ça. pas faire 100% ta routine. Mais vaut mieux que je sois 100% dans mon entraînement plutôt que me dire je vais être à 80 juste parce que la compète ce sera pas à Ouais. 100%. ouais. Ouais. Je préfère perdre 20% mais avoir fait 100% avant que perdre 10% mais avoir fait que 80, tu vois. Ouais. Ok. C'est comme ceux qui parlent de caféine à prendre que à la compète ou des trucs comme ça. Bah si tu peux gagner 1% de perf sur ta séance parce que tu as pris de la caféine, bah prends 1% à chaque fois, tu vois. Faut faire les choses intelligemment aussi. Ouais, Il voilà, c'est ça. faut pas dire prends un gramme de caféine à chaque Ah séance, non, mais non, non, quand je dis cran de caféine, c'est 100 mg de caféine, c'est pas. voilà, on est d'accord. Non, mais parce que là tu dis ça, j'en connais qui vont se dire vas-y, let's Non, go quoi. non, non, caféine, je te parle de 100 mg, une dose normale, quoi. Il y a 100, 4 ans, 200. pendant le confinement, j'ai pris un gramme de caféine, j'ai fait un malaise au bout de 10 minutes. Bah, je l'ai fait à Ouais, WPC t'étais là, je France crois. il y a 2 ans, je le ferai plus jamais. Enfin, Voilà, c'est complètement contre-productif après, au bout d'un moment. Ouais. c'est ça. C'est comme tout, tu Exactement. trouves ce qui te convient, quoi. Moi, je sais que moi, 300 mg de caféine, ça me met dans l'espace, alors que des personnes, 300 Ouais, moi, mg, c'est ça leur prend, quoi. je ne prends jamais. Puis Donc, après, c'est comme tu me disais, par exemple, sur ton gros SBD, si mm. tu te finis dans le même état après chacune de tes séances, et que du coup, après, bah, Si tu finis dans, ta ouais, c'est récupération, impossible. Non. ça devient contre-productif. Ah, tu cycles ta hype, tu cycles plein de choses, en fait. Tu fais ça intelligemment, quoi. Je suis dedans à 99% sur les autres séances et le reste, je suis à 100%, tu vois. Si je suis à 100% tout le temps, je suis crevé tout le temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai réduit ma fréquence d'entraînement. Avant, je m'entraînais 5 fois et j'étais crevé parce que j'étais trop dedans. Et là, je m'entraîne que 4 fois, mais je suis plus dedans les 4 fois, mais ça me fatigue moins. Ouais. Et du coup, c'est plus productif. Moins égale plus, quoi. Ok. Les gars, vous avez encore des questions ou on passe sur le sujet suivant ou pas? Ouais, on peut passer sur la suite. Ok. Ouais. Bah, on voulait aussi un peu discuter de Freeman Studio, du coup, Mm, la salle de personnel training, je crois, ou de mm, coaching que tu as créé. Un peu ouais, nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené vers le fait de vouloir créer cette salle, qu'est-ce que ouais. ça t'a. Enfin, un peu tout ça en fait. Ouais, bah au départ, en fait, ça partait juste du fait que je me suis jamais vraiment entraîné en salle commerciale parce que j'aime pas ça et du coup j'ai toujours eu mon garage machin, sauf que je me suis toujours entraîné dans 12 mètres carrés sans lumière ni rien. Je voulais déjà avoir un endroit où je pouvais m'entraîner avec de la lumière et un peu d'espace. Et après je m'étais dit pourquoi pas faire une asso de FA, sauf que bon bah quand tu fais une asso, on va pas se mentir, niveau rentabilité c'est zéro. Tu payes enfin tu payes toute ta poche parce que j'ai fait les démarches pour pouvoir faire une asso, sauf que pour plein de raisons, les mairies, si t'es une asso de sport, ils en ont rien à foutre de toi si t'es pas autre chose. Et du coup, t'as ni argent, ni locaux, ni rien. Donc en fait, si tu veux être une asso de FA, tu payes ton local, tu payes ton matos, quoi. Donc, enfin, tu gagnes quoi là-dedans? Je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux avoir un endroit où m'entraîner avec de l'espace, avec du matos, où je peux gagner de l'argent, enfin, au moins où je suis à zéro, où je perds pas. Et du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas allier aussi la possibilité de faire autre chose que de la FA, parce que c'est vrai que quand tu coaches 40 athlètes en FA, que tu fais de la FA, que tu manges FA, que tu dors FA, que tu fais FA, au bout d'un moment, tu pètes un plomb aussi. Et du coup, je voulais aussi avoir ce truc-là à côté où je peux avoir quelque chose d'autre et coacher un peu des gens plus traditionnels et du coup un peu sortir de ce second de la FA pour me faire du bien un peu psychologiquement. Et parce que j'aime ça aussi, parce que à travers mes expériences pro en stage, etc., j'ai fait ça et j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit, ok, est-ce que je peux faire quelque chose Donc, je me suis installé pour diverses raisons là où je suis maintenant.
Il n'y a pas de salle, enfin il y a très peu de salles. T'as un L'Orange Bleu, un Basic Fit de merde et un Lancia, quoi. Donc c'est pas des salles. C'est pas comme une ville à Rennes par exemple où j'étais avant où t'as 3 fitness parks, t'as 4 Basic Fit, t'as 28, t'as un RBC Workout, t'as 15 000 salles. Là où je suis, il y a pas de coach, quasiment pas de coach, il y a quasiment pas de salle. Donc c'était le moment et l'endroit pour faire quelque chose, quoi. Donc en fait j'ai créé un besoin chez ces gens-là et du coup je me suis installé dans une ville où il y a vraiment rien. Et du coup, je me suis dit, ok, autant ouvrir un petit truc de personal training où je vais pouvoir aussi rentabiliser le loyer avec quelques coachings dans la semaine euh, et m'entraîner dans un plus grand espace. Et du coup, c'était surtout ça le truc de base, c'était pouvoir, moi, avoir un endroit où je m'entraîne, où je bosse, parce que j'en avais marre aussi de bosser de chez moi. Quand t'es chez toi toute la journée et que à la fin de la journée de boulot, tu te lèves juste de ta chaise et t'es encore chez toi, un peu chiant. Donc je voulais aussi avoir cet endroit-là de travail. Et du coup, l'opportunité s'est présentée par rapport à ce local-là. Et les choses ont fait que ça a extrêmement bien marché et que maintenant mes journées sont vraiment full à mort, quoi. Genre, j'ai vraiment coaching one-one, j'en ai une vingtaine dans la semaine, plus mes coachings distanciels et tout. Donc, ouais, ça a plus explosé que ce que je pensais. Mais du coup, c'est comme ça que c'est né en fait. C'était juste au départ pour trouver un endroit pour m'entraîner, mais où je voulais pas non plus avoir le loyer du local plus mon loyer perso à payer et du coup être à nu à la fin du mois, quoi. Mm. Pouvoir rentabiliser juste mon loyer avec des coachings et en fait ça a plus marché que ce que je pensais, quoi. Et au niveau évolution, tu comptes du coup augmenter la taille de ton local pour potentiellement faire une Ouais. salle un peu plus grande? Alors ouais mais non, je pense pas. Enfin je sais pas. J'ai pas envie de faire une salle, une grande salle. Je veux avoir un grand local, tu vois, mais j'ai pas envie d'avoir un système forcément d'adhésion où t'as 200 personnes dans ta salle, tu vois. En tout cas pour l'instant c'est pas mon idée. Je veux avoir un grand local, j'en aurai un plus grand, mais pour avoir peut-être un peu plus de place pour faire d'autres choses, du personal training ou entraîner des équipes, des trucs comme ça, mais sans pour autant devenir une salle. Après, je sais pas, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, sur le moyen terme, c'est pas l'objectif. Avoir quelque chose de plus grand, oui, mais pas pour être une salle, pas pour l'instant en tout cas. Ou alors, juste, je sélectionne les personnes, je prends que des powers. C'est ce que je fais maintenant en fait. C'est que avant, j'ai quelques adhésions de personnes, monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'au départ, j'avais pas le choix si je voulais quand même rentabiliser le loyer. Et maintenant, les personnes que je prends en adhésion, c'est moi qui les choisis et c'est des personnes qui font du power. Je les prends parce qu'elles font du power, tu vois. Donc j'ai envie de créer quand même une équipe de power, une bonne ambiance de power et des gens qui ont les mêmes valeurs, etc. Mais sans pour autant ouvrir à monsieur, madame, tout le monde qui veut juste faire un peu de muscu, tu vois. Ouais, Un truc un peu privé, quoi. En gros, c'est l'idée. ok, ok, ça marche. On va faire la conclusion. Je sais pas s'il y avait des. Si vous vouliez parler de choses en conclusion, si Mathéo, t'avais envie de rajouter peut-être quelque chose, ou si directement on fait l'outro et. Non, à part faites vos assists, mangez et arrêtez de vouloir stock en moins de 66 toute votre vie. C'est ça. Si vous ne faites pas plus de 20 kilos que votre taille, c'est que vous avez Ah, pas. quand je vois des jeunes qui commencent, qui me disent non, moi j'ai pas envie de bulk, mais j'ai envie de rester en moins de 59, ça me fait péter des plombs. Tu leur envoies l'échelle que Mirsha il avait fait, là. De quoi? Tu leur envoies l'échelle que Mirsha il avait fait, là, en mode tu fais plus d'un mètre 80, ben go 120, sinon pas des. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, Non, c'est une fois. juste, quand tu commences, tu manges beaucoup, tu t'entraînes dur et tu exploses, c'est tout. Exactement. Exactement. Ok, bah, je pense qu'on va Vas-y. conclure. Donc, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On remercie aussi Mathéo de nous avoir Merci à vous pour l'invite, ça fait plaisir.